Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant vous présenter un article qui s'intitule Telepractice Treatment of Stuttering a Systematic Review. Dans un premier temps, nous allons aborder les différents contextes dans lesquels, en tant que professionnels, nous serions possiblement amenés à utiliser la télélogopédie. Tout d'abord, il y a le contexte sanitaire que l'on connaît très bien maintenant depuis 2 ans, mais il en existe d'autres également, le contexte géographique pour les personnes isolées ou en déplacement, l'aménagement des horaires pour certains parents ou encore la volonté de vouloir travailler depuis un environnement plus familier. Cette demande peut également venir de la part du professionnel. C'est le cas par exemple d'un logopède français, Mathieu Meurier, qui explique qu'en tant que personne neuroatypique, il préfère travailler à distance et donc depuis sa safe place. Je vous laisse quelques instants afin de lire son petit témoignage. Pardon. Cette revue systématique a été publiée en 2019 et a été menée par 3 scientifiques, dont la professeure américaine Megan McGill. L'objectif était de faire le point sur les apports de la télélogopédie dans le cadre de la prise en charge du bégaiement et donc de guider, d'informer les logopèdes qui s'interrogent encore sur son efficacité. Les trois scientifiques ont donc parcouru des bases de données pour trouver leurs articles. Ceux-ci devaient être publiés entre 2000 et 2017, correspondre à certains mots-clés spécifiques, être rédigés en anglais et inclure des sujets humains. Les auteurs ont conduit leur sélection sans se concerter dans un premier temps et sont parvenus à sélectionner les 22 mêmes articles. Alors, afin d'affiner un peu plus leur sélection, ils ont appliqué d'autres critères d'inclusion, à savoir le fait, donc, évidemment, d'être pertinent vis-à-vis du thème, donc de parler de télélogopédie par vidéo synchronisée, c'est-à-dire tout simplement une séance qui se déroule en direct, d'être révisée par d'autres chercheurs et de ne pas être elles-mêmes des revues systématiques. Les auteurs n'en ont au final gardé que 7. Ils ont également attribué à chaque article un chiffre représentant le degré de preuve scientifique qu'il représente. Donc pour cela, ils ont utilisé l'échelle OCEBM, qui est une échelle qui va de 1 à 5. Et pour faire simple, plus le chiffre attribué est petit, plus le niveau de preuve apporté est élevé. Alors, ici... donc maintenant, nous allons vous parler des 7 études qui ont été retenues. Dans ce tableau, vous pouvez observer que chaque colonne correspond à une étude. Les études en jaune ici sont celles qui présentent un OCEBM de 4. Celle ici en bleu, celle de Bridgman, présente un OCEBM de 2. Donc elle a un meilleur niveau de preuve car elle a... Elle présente un plus grand échantillon et un groupe contrôle qui a, lui, suivi une thérapie en présentiel. Sur la seconde ligne, vous avez l'ensemble de l'échantillon qui correspond à un total de 80 participants qui bégayent, allant de l'âge préscolaire à l'âge adulte. L'étude ici en violet reprend l'échantillon adulte, les autres en rose reprennent les échantillons d'enfants et d'adolescents. Enfin, on voit que 3 études ont utilisé une approche intégrative, 2 autres le Camperdown Programme et 2 autres encore le Lipscomb Programme. Plusieurs variables ont été évaluées. La première est donc la fréquence et la sévérité du bégaiement. Dans toutes les études, excepté celle de Cully, on voit que la diminution du pourcentage de syllabes bégayées et le maintien de celles-ci dans le temps ont été évalués et présentent des résultats encourageants. Par exemple, dans l'étude d'O'Brien, l'évaluation du bégaiement selon les parents est passée de 4, 5, 6 sur 10 à environ 1 ou 2 sur 10. Et dans l'étude de Bridgman, qui compare un groupe contrôle, on note que les résultats indiquent que la télélogopédie est tout aussi efficace que la prise en charge en présentiel. Un autre point évalué sont les retours des participants, parents et logopèdes vis-à-vis de la télélogopédie.
Globalement, vous pouvez retenir que tous et toutes semblent largement satisfaits de ce type de service, que les parents rapportent que la télélogopédie représente un gain de temps, une meilleure flexibilité des horaires, une meilleure inclusion des parents et que certains préféreraient même avoir uniquement recours à ce type de traitement dans le futur. Les quelques inconvénients sont liés aux dysfonctions, aux quelques difficultés techniques inévitables et à la gestion des comportements de leur enfant durant les séances. La dernière variable est les attitudes et ressentis. Comme vous pouvez le voir, peu d'études évaluent cette variable et quand elles les évaluent, il n'y a pas énormément de changements à ce niveau-là. Seulement dans l'étude de Valentine, un participant rapporte qu'il y a une amélioration de son attitude vis-à-vis de l'oral dans différents contextes, dont celui du travail. Alors maintenant, nous allons aborder les points forts soulevés par cette revue systématique. Donc, comme nous l'avons déjà dit, globalement, elle a rapporté des résultats positifs et encourageants concernant le bégaiement et la télépratique. La satisfaction était haute à modérée pour les participants, oscillait entre haute et modérée pour les participants, parents et logopèdes concernant la prise en charge et le support. Et de manière générale, ces résultats sont cohérents avec la littérature antérieure qui montre que le traitement par télépratique est une méthode efficace également auprès d'autres pathologies. On note toutefois quelques limites. La première étant que l'évaluation du bégaiement par télépratique n'a pas été évaluée de manière complète dans chacune des études. De plus, 6 études sur les 7 présentaient un niveau d'OCBM un peu plus faible. Et on tient aussi à signaler qu'il n'y a pas de matériel ou de logiciel spécifique qui ont été mentionnés au sein des articles. Alors, nous aimerions aussi vous parler de quelques implications cliniques. Les bénéfices de la télélogopédie sont essentiellement la rentabilité au niveau du temps, ainsi que la possibilité de plus facilement être mis en contact avec des logopèdes spécialisés dans le bégaiement. Enfin, l'aménagement des horaires plus confortables pour les praticiens et pour les patients n'est pas négligeable. Il faut toutefois tenir compte de certains facteurs, à savoir l'importance de disposer d'un matériel technologique et de plateformes qui sont sécurisées, aussi bien pour la confidentialité des données que de la prise en charge. Certaines évaluations et activités de traitement ne sont pas transférables dans la pratique du présentiel au distanciel. Ça demande pour les logopèdes de retravailler certaines de leurs activités et donc ça a évidemment un impact au niveau du temps, ça peut être chronophage. Et enfin, certains auteurs avaient relevé des inquiétudes liées aux oublis des séances pour ce type de prise en charge, donc il pourrait être intéressant de mettre en place des rappels systématiques à ce niveau-là. Que faut-il donc retenir de cette courte présentation? Tout d'abord que même si cette revue systématique ne retient que 7 études, tous les résultats vont dans le sens de la télélogopédie. Ensuite que parents, participants et logopèdes sont généralement satisfaits, mais qu'il faut quand même tenir compte de certains facteurs et des moyens de chacun et chacune. Et enfin, le bégaiement doit encore être évalué de manière complète à travers les études, ce qui n'a pas encore été fait. Voilà, on vous remercie pour votre écoute.